Exactement, mais sauf que le problème, c'est que la tutelle, comme elle est sur le papier faite, elle dure depuis 5 ans en Grèce. Ça fait 5 ans, ça a commencé le 23 avril 2010, où on a placé le pays sous tutelle de la Banque centrale, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, pour justement engranger ce problème, ce programme de réforme et de mesures d'austérité. Et tout ce qu'on a vu, c'est plus d'austérité que de réforme. Et au final, le problème, c'est que la tutelle n'a pas marché. Et alors, comme la tutelle n'a pas marché, eh bien, on fait payer les Grecs. Et on leur met encore plus d'austérité, alors qu'il y a une semaine, ils ont dit non à l'austérité, non à la rigueur. On leur met un programme encore plus, une méthode de cheval, enfin, vous dire clairement les choses, encore plus difficile, encore plus douloureux. Et en plus, on leur demande de transférer pour 50 milliards d'euros une partie de leur patrimoine dans un fonds qui sera destiné à être privatisé, et donc pour renflouer la dette et payer les banques. Donc ça... Entre autres, c'est parmi la longue liste de propositions qui ont été acceptées ce matin, parce que ça a duré toute la nuit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Grèce, c'est quand même très très mal perçu. Philippe de Sertine, il y a 4 mesures que le Parlement grec doit faire adopter d'ici mercredi, et ce sont des mesures très concernantes dans la vie des gens. C'est sur la TVA, les retraites, bon, l'indépendance de l'INSEE grec. Oui. C'est quand même, on a l'impression quand même qu'on rentre dans le détail de la vie des Grecs. Oui, on va dire, évidemment, il faut se souvenir que le boulet passait pas loin quand même. Hein. On était au début du week-end en se demandant si on n'allait pas vers le premier défaut à l'intérieur de la zone euro, hein, ce qui aurait été quand même vraiment historique, quelque chose d'incroyable. Alors finalement, après 2 nuits incroyablement mouvementées, incroyablement tendues, on arrive à un accord. Mais c'est vrai qu'évidemment, l'accord auquel on aboutit est un accord extrêmement dur, on va dire même presque plus dur que ce qui avait été sur la table une semaine auparavant, c'est-à-dire avant la question du référendum. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait un référendum contre l'austérité, ils ont des mesures encore plus austéritaire, si on peut dire, même si le mot... Oui, mais je crois que les positions se sont raidies de plus en plus. On était vraiment dans quelque chose où on sentait qu'on était au bord de la rupture, d'un côté de l'Europe comme de l'autre. Et cette position de raidissement, finalement, c'est jamais bon pour les négociations. Ça entraîne plutôt quelque chose à la fin où, on va dire, on est vraiment sur le plus petit dénominateur commun. En l'occurrence, là, les Européens durs n'ont pas transigé. Alors, cette fois, ça va marcher ou pas ? Est-ce que ce train de mesures, surveillé de près par l'Union européenne, fait que ça y est, ce pays va sortir la tête de l'eau? Il faut espérer. Il faut espérer parce qu'il y a comme vous venez de le dire, il n'y a pas d'autre choix. Sauf que maintenant, c'est Tsipras qui a le plus grand problème à surmonter parce qu'il va falloir vendre, c'est ce qu'il a durement accepté dans la nuit de samedi-dimanche, il va falloir la vendre à son propre parti qui est vent debout pour une bonne partie contre ces mesures. Et après, il y aura encore 10 autres parlements nationaux, y compris les Allemands, qui seront un peu dans la même situation que Tsipras, c'est-à-dire de vendre à leur populace un deal qui était fait à Bruxelles, mais qui ne sera pas agréable à tout le monde. On pourrait avoir de mauvaises surprises, d'ailleurs, du côté des parlements. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, le Parlement allemand, par exemple, voter contre? Non, ils sont disciplinés, ils vont voter pour Merkel. Je pense que Merkel, elle est quand même chancelière d'une grande coalition, donc pour elle, ça ne risque rien. En Finlande, par contre, Slovaquie, il y a d'autres pays où ça pourrait être un problème. Bernard Sanès. On parle de l'opinion publique grecque et c'est évidemment un élément très important, y compris pour Tsipras qui doit revenir devant son Parlement. On a rappelé, vous avez raison de le faire, 61% le vote non au référendum. D'ailleurs, c'est pas tous les jours qu'un chef de gouvernement appelle lui-même un référendum et appelle à voter non. Hein. Moi, j'en ai pas trouvé. Obtient 61%. Mais obtient 60%, donc c'est un succès pour lui. Mais dans le même temps, vendredi, au moment où Tsipras rendait publiques ses propositions, qui ont quand même été un tournant, qui ont permis de rouvrir un peu la discussion, des sondages publiés en Grèce montraient que 84% des Grecs voulaient garder l'euro et que les 3/4 étaient pour un accord. Donc il y avait ce vote qui a été interprété comme un vote de fierté, un vote pour dire non à l'austérité, et en même temps il y avait la volonté de ne pas sortir de l'euro. On voit bien que pendant le week-end, il y a eu 3 temps, il y a eu les propositions Tsipras, ensuite il y a eu ce sentiment qu'il y avait un durcissement, vous l'avez évoqué, notamment avec les propositions Schäuble qui ont filtré, puis le dénouement, comme toujours, la nuit tombée. Mais la question qui a été posée au-delà des mesures, c'est la viabilité et l'efficience du plan. Est-ce qu'on pouvait faire confiance à Tsipras, non pas simplement pour annoncer, proclamer un plan, mais le mettre en œuvre? Et c'est, je crois, là-dessus, de ce qu'on a pu lire les uns les autres, que la discussion s'est cristallisée sur ce
ce point-là. Quelles étaient les garanties que donnait Tsipras? Non pas sur le plan, il y a eu d'autres exigences, mais surtout sur son efficience. Est-ce qu'il allait vraiment pouvoir être mené à terme? Et de ce point de vue, alors on peut lui faire confiance à Tsipras, il a quand même... On a l'impression qu'il a derrière lui le peuple grec. Et après tout, souvent en politique, on voit des hommes mener des politiques différentes de celles qu'ils avaient promis auparavant. Non? Oui, surtout en France d'ailleurs. Mais en Grèce, en Allemagne. En Grèce, on va le voir. Bon, pour l'instant, c'est l'histoire du Parlement, parce que c'est mercredi que les parlements vont se prononcer. Parlementaire grec. En Grèce, voilà. Il a eu quand même un vote qui montre qu'il va pouvoir avoir un autre vote positif mercredi, puisque juste avant la réunion de l'Eurogroupe, il a eu un vote avec une très large majorité, certes très hétéroclite, puisque ça allait de Syriza à la droite. Ouais. Mais là où on n'est pas au bout de nos peines, c'est qu'il y a une petite phrase que vous n'avez pas lue dans le texte signé dimanche, voilà. Mais qui dit que tous les engagements que la Grèce doit prendre, donc privatisation et tout ça, c'est le minimum requis pour démarrer les négociations avec les autorités grecques. C'est-à-dire que si les Grecs pensent qu'en ayant adopté mercredi le premier volet des mesures, plus en engageant les autres, ça sera la fin, non, c'est que le début. Et on ira vérifier, dans le texte il est aussi écrit, que l'Eurogroupe ira vérifier sur place à Athènes l'efficience et la réalité de ces mesures. Alors, il y a même une phrase beaucoup plus cruelle, et on en reparlera j'imagine tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant que le gouvernement, pour engager une réforme au Parlement sur ces points-là, ne pourra pas consulter son opinion publique et ne pourra pas faire voter cette réforme sans être passé au préalable auprès de l'Union européenne. C'est là qu'on voit que la mise sous tutelle, elle est terrible. C'est-à-dire que s'il veut faire un autre référendum comme il a fait la semaine dernière, là, les Allemands... On demande d'abord à l'Europe et ensuite, éventuellement, on a le droit de consulter son peuple. Même pour un projet de loi. Ça, c'est de la tutelle c'est de la tutelle à 100%. C'est un diktat. Hein. C'est incroyable. J'ai souligné exactement la même phrase. Ça a été signé par tout le monde à l'unanimité. Voilà. Et puis, on demande, vous allez soumettre n'importe quelle réforme. Alors, avant d'arriver là, au Parlement, voire à votre public, il faut d'abord passer la Troïka, voire les institutions. Ça peut être le féminin. Et sauf si eux, ils donnent le feu vert, à ce moment-là, à M. Tsipras de le soumettre au Parlement. Alexia Kefalas, comment ça va se passer mercredi pour Alexis Tsipras au Parlement grec? Les députés grecs vont voter l'accord qui a été conclu ce matin d'une seule voix derrière Alexis Tsipras? Disons que non, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. C'est sûr que l'accord va être adopté parce qu'il y a les partis d'opposition, notamment les conservateurs, Nouvelle Démocratie, les socialistes du PASOK ou encore les centristes du Potami. Oui, certainement, eux vont l'adopter. Du coup, ce sera une majorité. Mais du côté du Syriza, de la gauche radicale, non, il va y avoir des défections. On compte pas moins de 30 députés qui sont contre, notamment la plateforme de gauche, donc les frondeurs du parti, qui ne veulent pas du tout entendre parler de rigueur et qui considèrent que Alexis Tsipras a capitulé face à la pression des Européens. Et c'est ça finalement le problème, c'est que du coup on se retrouve avec un accord qui est en fait un accord pour commencer les négociations, donc c'est pas un véritable accord, on ne sait pas où va la Grèce. En plus de ça, on parle d'austérité alors que les Grecs ont dit clairement non à l'austérité, donc c'est du grand n'importe quoi pour eux. Il y a une phrase du député européen Manolis Glezos qui a résumé tout cela. Oui, il y a eu la fumée blanche, mais ça se fera sur les cendres des Grecs. Donc c'est vraiment ça le sentiment. Il faut voir aussi que politique en Grèce crise politique, oui, parce que de toutes les façons, il y aura un remaniement. Il va devoir remanier, notamment écarter le fer de lance des frondeurs, qui est Panayotis Lamfazanis, qui est le ministre notamment de l'énergie, qui s'oppose notamment à la privatisation de l'énergie et qui fait partie de ceux qui ne peuvent pas voter en faveur de nouvelles mesures de rigueur, alors que le gouvernement d'Alexis Tsipras a été élu pour ça. Donc oui, il y aura une crise, en tout cas au niveau du parti. Maintenant, c'est appartient à Alexis Tsipras de voir comment est-ce qu'il va gérer ça, comment est-ce qu'il va faire passer ça. Et s'il n'y a pas d'adhésion populaire, il ne pourra pas faire adopter toutes ces réformes. Et c'est ça le nerf de tout son problème. Donc il y aura d'un côté une crise politique et puis après il y aura une crise sociale et sociétale parce que les Grecs sont complètement perdus. On leur demande de voter contre l'austérité, on leur ferme les banques et après on leur dit finalement il y a de l'austérité, mais on n'est pas sûr d'être tiré d'affaire, c'est difficile. Alors après 17 heures de négociation, merci Alexis Kefalas, après 17 heures de négociation, donc un accord a été trouvé ce matin. Les Européens vont donc débloquer un troisième plan d'aide de quelques 85 milliards d'euros. Un accord qui garantit la stabilité financière du pays, se réjouit Alexis Tsipras, même si, on le disait à l'instant, les contreparties risquent d'être assez douloureuses pour le peuple grec. Des détails avec Stéphanie Gillan. 9h10 ce matin. Après une interminable nuit de négociations, François Hollande
sort enfin de réunion. Malgré l'absence de sommeil, le président a le sourire satisfait. Un accord a été trouvé. Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue, mais surtout une décision à bien des égards historique. Car si la Grèce était sortie de la zone euro, qu'aurait-on dit? Que la zone euro n'était pas capable d'assurer son intégrité et sa solidarité? Qu'aurait-on dit des Grecs qui n'auraient été pas capables de prendre leurs responsabilités? Qu'aurait-on dit de la France, de l'Allemagne, qui ont vocation à donner cette impulsion? Que nous n'aurions pas été au rendez-vous? Aujourd'hui, même si ça a été long, je pense que ça a été pour l'Europe une bonne nuit et un bon jour. Disparue donc ce matin, la perspective d'un Grexit, mais que ce fut long et difficile. Samedi déjà, l'Eurogroupe n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur les propositions faites par les Grecs. Résultat, le sommet européen annulé. C'est donc dans un climat de division et de confiance rompue, l'Allemagne allant même jusqu'à proposer une sortie temporaire de la Grèce, que les chefs d'État de la zone euro ont pris le relais hier après-midi. La valeur la plus importante, à savoir la confiance et la fiabilité, a été perdue. Les négociations vont être ardues, mais il n'y aura pas d'accord à n'importe quel prix. Nous devons faire de notre mieux pour garder la Grèce dans la zone euro. Mais ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Il y a une limite à tout. La situation est très compliquée. Nous sommes déterminés à parvenir à un accord pour maintenir la Grèce en Europe. 17 heures de négociations plus tard, souvent à 4. Le principe du nouveau plan d'aide à la Grèce, le troisième, est accepté à l'unanimité. Son montant entre 82 et 86 milliards d'euros sur 3 ans. Pour l'obtenir, le Parlement grec devra faire adopter avant mercredi une liste de mesures drastiques. Réforme de la TVA, réforme des retraites et privatisation d'un certain nombre de ses actifs dans les secteurs énergétiques et portuaires. Les recettes de ces privatisations seront gérées par un fonds qui restera en Grèce. C'est l'une des concessions obtenues par Tsipras, avec la promesse d'un reprofilage de sa dette. Nous avons évité le projet de transfert des actifs publics à l'étranger. Nous avons évité l'asphyxie financière, l'effondrement du système financier. Et enfin, nous avons pu, dans cette lutte très dure, obtenir une restructuration de la dette et un financement à moyen terme. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais nous avons obtenu beaucoup de choses. Le Premier ministre grec, qui veut garder la tête haute, malgré les très nombreux et douloureux efforts demandés à son pays, comme le reconnaît la chancelière elle-même. Je crois que la Grèce sera capable de retrouver le chemin de la croissance, mais la route sera longue. Et au vu des négociations de cette nuit, difficile. Conclu ce matin, il faudra encore minimum 3 semaines avant que l'accord ne soit bouclé. En ce moment, les ministres des Finances européens sont à nouveau réunis à Bruxelles afin de débloquer une aide d'urgence à Athènes, prise à la gorge. Une aide d'urgence à Athènes. Justement, question d'Internet, Philippe de Sertine. Et dans 6 mois, on recommence ? Oui, c'est tout le problème, évidemment. C'est que là, normalement, avec entre 82 et 86 milliards, ce qu'on pense, c'est qu'on est sur des échéances à 3 ans. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire le vrai gros problème, la vraie grosse inconnue, c'est la manière dont l'économie grecque va sortir de ces 6 mois et peut-être un peu plus de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une économie vraiment totalement à l'arrêt. On avait des signes de croissance au mois de janvier, on les a plus du tout. Et aujourd'hui, même pire que cela, on a l'investissement qui est complètement parti, on a les banques qui sont vides et qui sont au bord de la faillite. On est dans une situation vraiment critique.
politique d'un point de vue économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, là, lorsque nous évoquons le présent, on est en train de solder le passé. Et on n'est absolument pas dans l'avenir, on n'est absolument pas dans le futur, c'est-à-dire dans le moment où, ce qu'a évoqué la chancelière à l'instant, où il faudrait retrouver la croissance. Alors on comprend bien que la sortie de l'euro, ce serait un saut dans l'inconnu qui pourrait déstabiliser les marchés en Europe, enfin le fonctionnement de l'Europe. Mais néanmoins, l'autre question, c'est est-ce que l'euro n'est pas une monnaie trop forte pour l'économie grecque? Non, mais... si on pouvait choisir, est-ce qu'il ne faudrait pas une monnaie plus faible pour eux? Non, mais la question se poserait si, par exemple, vous aviez un pays très très fortement exportateur. C'est pas du tout son cas. C'est-à-dire, par exemple, on a souvent comparé le cas grec au cas argentin, qui était d'ailleurs un défaut beaucoup plus faible. Oui, mais ils avaient un dollar qui était trop fort pour eux. Oui, mais ils avaient surtout énormément d'exportations, notamment agricoles, qui les ont beaucoup aidés lorsqu'il y a eu des valorisations, même si ça a été une ruine terrible pour le pays. Là, en ce qui concerne la Grèce, il n'y a rien. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que actuellement, l'intérêt de la Grèce, c'est plutôt se servir de l'euro comme une monnaie attractive pour faire venir des investisseurs et, on va dire, lancer peut-être notamment dans des nouvelles activités, nouvelles économies, ou peut-être aussi, il faut quand même commencer à l'évoquer maintenant, qu'on est en train de passer le stress, c'est la question énergétique, l'énergie sur la Méditerranée, qui risque d'être vraiment un gros enjeu demain, et la Grèce peut être bien placée de ce point de vue. Là, il y a des perspectives à 10 ans, il y a des perspectives à 15 ans, ce sont celles-là probablement qu'il faudra prendre en compte pour un vrai retour à la prospérité. Alexia Kefalas, la situation est si grave que ça, du point de vue économique, parce que quand on voit vos reportages, on voit des Grecs quand même souriants dans les cafés, enfin ça n'a pas l'air d'être la misère la plus totale. Oui, parce que les Grecs sont fiers et sont dignes et que forcément, ils ne vont pas montrer leur misère. Il n'y aura pas de scène de panique devant les distributeurs de billets. C'est évident, ni au supermarché et encore moins dans les cafétérias. C'est un pays en plus qui vit sur le tourisme notamment. C'est le tourisme le deuxième pilier de l'économie après la marine marchande. Donc forcément, ils ne veulent pas devenir une attraction devant tous les touristes qui sont là, car il y a énormément de touristes en Grèce. Donc ça, ceci étant dit, les Grecs, de l'autre côté, commencent sérieusement à s'inquiéter parce qu'effectivement, le pays importe beaucoup et à part les deux piliers de l'économie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la marine marchande et de l'autre côté le tourisme, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grandes industries en Grèce. Donc c'est vrai que tout cela forcément devient de plus en plus délicat et de plus en plus fragile, d'où le problème qu'il y a à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que la situation est très délicate, car si les banques, comme on l'a entendu, elles vont être privatisées ou elles seront mises en péril, donc de ce côté-là, toutes les économies des Grecs, on ne sait pas ce que ça va devenir, ça c'est une vraie point d'interrogation. Si la situation politique n'est pas aussi plus stable, forcément il y aura des répercussions sur les Grecs et c'est ça toute la difficulté. C'est pour ça que les Grecs sont inquiets, mais ils ne vont pas non plus paniquer, se tirer les cheveux devant les caméras des chaînes étrangères. Alors, en attendant, ce matin, on a re-signé pour une nouvelle aide de 80 milliards, c'est pas rien, 80 milliards. D'ailleurs, pour les Français, je crois que ça fait 16 milliards, hein, donc j'ai fait une petite division. Ça fait les Allemands, 14 pour les Allemands. Alors pour vous, les Allemands, ça fait combien? Ça fait un peu plus 14 milliards pour les Allemands. Voilà, donc on a redonné, on a refait un nouveau, on va refaire un nouveau. Enfin, la dette de la France peut théoriquement augmenter d'autant, Karl Meus. On est généreux avec c'est quand même, c'est 500 € par foyer fiscal. Et on n'est absolument pas sûr de retrouver cet argent. Oui, parce que dans le même temps, on dit qu'on va rééchelonner. On rééchelonne les 300 milliards qu'il y avait avant et on en reprête quelques 80, donc 16 pour la France. On sait très bien qu'on ne va pas les revoir. Enfin, je crois que c'est assez illusoire de dire aujourd'hui oui, rassurez-vous, concitoyens, vous allez retrouver cet argent. Ils ne sont pas arrivés à payer 1 milliard au FMI. Le 20 juillet, ils doivent 3 milliards 5 et le 20 août, 4 milliards 5. Ouais. Alors, une partie de cet argent va servir à rembourser. C'est ça qui est compliqué, qu'il faut expliquer aux gens. C'est-à-dire l'Europe prête de l'argent à la Grèce pour que la Grèce rembourse l'argent qu'elle nous doit. Voilà, Philippe de Sertine, c'est quoi le calcul? Quand on prête 10 milliards à la Grèce, il y en a 8 milliards qui reviennent en remboursement et 2 milliards pour payer les fonctionnaires et les retraites en Grèce. Quel est à peu près le ratio? Oui, ça peut être des proportions même encore plus fortes pour le remboursement. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est vraiment tellement dans l'urgence. C'est ça l'élément absolument primordial. Il faut rappeler quand même si l'impôt rentre pas bien, il rentre quand même en Grèce. Donc ils arrivent quand même à avoir des ressources propres. Pas exagérées quand même. Ils sont pas totalement à zéro. Mais effectivement, aujourd'hui, les grandes échéances de la Grèce sont des échéances d'emprunt. Et donc, par conséquent, là où la Grèce a besoin d'argent, et effectivement un besoin gigantesque, c'est vrai qu'on manipule les milliards. Un porte-avions nucléaire, c'est 4 milliards d'euros. Donc, ça veut dire, vous voyez, là, on est quand même avec un certain nombre de porte-avions qui coulent les uns après les autres. Donc, oui, ce sont des sommes considérables qu'il va falloir effectivement payer pour les Grecs.
Et donc là, effectivement, on paie, mais on paie simplement pour rembourser la dette, pas pour améliorer la situation. Bernard Sananès. Dans les sondages, notamment en France, on voyait bien que les Français ne pensaient pas majoritairement que la Grèce allait rembourser ses dettes. Mais pour autant, l'opinion publique française était assez partagée, notamment les dernières semaines, parce qu'il y avait cette volonté que la Grèce ne sorte pas de l'euro. Alors, on peut voir plusieurs raisons à ça. D'abord, parce que les Français, malgré tout, malgré leur opposition à une certaine politique européenne, restent attachés à la construction européenne, notamment au couple franco-allemand, on y reviendra. Deuxièmement, parce qu'il y avait aussi, sans doute, chez les Français, un côté, on regarde ce qui se passe en Grèce un peu par procuration. Et si ça nous arrivait demain, phénomène qu'il ne faut pas négliger. Et donc il y avait ce côté solidarité plus que le côté on va prêter pour qu'il nous rembourse durablement la dette. Il y a un troisième sujet, on a tout à l'heure parlé de l'efficacité, l'efficience du plan. Il y a le sujet, bien sûr, de sa durabilité. C'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement qui se sont engagés ou qui vont s'engager devant leurs parlements nationaux, ils vont évidemment revenir en disant cette fois-ci, c'est la dernière fois, on y revient, passez-moi l'expression. Et donc il va falloir convaincre que ce plan ne sera pas suivi d'un quatrième plan d'aide à la Grèce. Mais Bernard Sananès, je reviens sur ce que vous disiez. Au fond, on soutient les Grecs parce qu'on se dit que ça pourrait nous arriver. Quand on lit le document qui a été signé ce matin, imposé par les durs de l'Europe du Nord, on a l'impression de lire les réformes qu'on nous recommande en permanence. Je lis ouverture des magasins le dimanche, libéraliser les pharmacies, les retraites, etc. Oui. Est-ce qu'en subliminal, les reproches que faisaient les Allemands au laxisme des Grecs, ils ne le faisaient pas aux Français on a beaucoup dit, je parle sous votre contrôle, on a beaucoup dit d'ailleurs que dans le document de Schäuble, dans la position dure de Schäuble, il y avait aussi la volonté de surveiller que la France fasse bien ses réformes. On voit bien d'ailleurs depuis ce matin qu'un des angles de l'opposition, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui n'en a pas trouvé beaucoup pour l'instant, parce que c'est pas facile, c'est de dire à Hollande, au président de la République, vous voyez, vous demandez aux Grecs des réformes que vous n'avez pas été capable de mettre en œuvre en France. Donc ce sujet des réformes en France, il va vraisemblablement rebondir dans les prochaines heures, et notamment au vote du Parlement français mercredi. Alors avec une grande différence quand même, c'est que la France est quand même souveraine dans ses décisions, tandis que là... Jusqu'au moment où il y a de l'argent... Vous ne pouvez plus endetter, vous n'avez plus accès au marché et vous devez demander l'aide à vos amis. Voilà, mais je pense que ça c'est la vraie différence avec la Grèce, où comme l'a dit notre consoeur depuis Athènes, le problème va être sociétal. Et je ne veux pas être l'avocat du diable, et on a dit que de la durabilité du pacte, si là il y a maintenant, une révolte dans les rues, les gens qui vont délaisser le Tsipras, et on aura peut-être encore des nouvelles élections, on pourrait très vite revenir à encore la question du Grexit. On n'est pas sorti des ornières. C'est pour ça que Tsipras, chacun avait un enjeu à la sortie du sommet. Vous savez, quand ces sommets se passent, l'ensemble des dirigeants se dit mais je vais sortir et je vais pouvoir dire quoi à mon opinion publique. Et Tsipras a beaucoup insisté dans sa première déclaration ce matin, on l'a vu, sur j'ai obtenu la renégociation de la dette, parce que ça avait une portée symbolique pour la Grèce. Pour l'Allemagne, évidemment, la déclaration de sortie, c'était de montrer qu'on avait été très ferme sur les conditions, les exigences. Et pour Hollande, la sortie, c'était de montrer qu'on avait tenu bon pour que la Grèce ne sorte pas de l'euro. Donc chacun, quelque part, peut revendiquer une part du succès. Alexia Kefalas, vous confirmez, ça a été vécu comme une victoire de Tsipras ce matin, cet accord qui a été signé, ou comme une reddition? Est-ce que c'est Tsipras le traître ou Tsipras le héros? Non, surtout pas. C'est ni l'un ni l'autre. Je pense qu'en fait, personne n'avait assez d'énergie déjà pour crier victoire, et surtout assez d'émotion, parce que vous savez, pour les Grecs, c'est quand même vécu au premier degré. Les programmes de télévision ont été interrompus pour retransmettre minute après minute ce feuilleton. Finalement, ils savent que Tsipras a été pressé par les créanciers du pays et qu'il n'avait pas le choix que de capituler. Donc non, pas de victoire, ni de trahison véritablement, mais c'est le rapport de confiance qui dérange. Que les Européens n'aient pas confiance aux Grecs. En fait, c'est plutôt maintenant les Grecs qui commencent à moins en moins avoir de confiance en leurs créanciers, parce que pour eux, c'est quand même un constat d'échec. Oui, on parle vous parliez de l'ouverture des magasins le dimanche, la libéralisation de certains secteurs d'activité comme les pharmacies. Oui, effectivement, ça veut s'appliquer à l'Europe, mais ça fait 5 ans qu'on essaie de les appliquer en Grèce, et c'est une méthode qui n'a pas marché. C'est une méthode qui était dans la tutelle budgétaire de la Grèce, qui était effectivement, les Grecs se sentent comme des rats de laboratoire, on teste sur eux toutes les méthodes pour voir si ça va aller après dans le reste de l'Europe. Et c'est un peu comme ça qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent encore tester sur nous, puisque ça ne marche pas, ces méthodes des créanciers.
que veulent-ils de plus? C'est surtout l'incompréhension qui règne chez les Grecs. Ils sont complètement abasourdis et forcément, rien n'est arrangé quand les banques sont toujours fermées et qu'il n'y a aucune perspective de les rouvrir. Donc forcément, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de trahison, il y a surtout de l'incompréhension, presque de la colère et surtout de la déception. Même si on ne peut pas... Enfin, je veux dire, il y a du travail au noir quand même en Grèce. Il y a une administration qui lève assez peu d'impôts. Je crois qu'il n'y a que 60% de la TVA qui est collectée par rapport à ce que ça devrait être. C'est pas vrai que tout fonctionne... Oui, non, ça c'est sûr. Il y a des réformes à faire. Mais tout le monde le sait. Il faut effectivement l'indépendance Ah, pardon. Non, mais Philippe de Sertine. Non, mais juste peut-être deux choses. Quand on évoque l'une des questions importantes, qui est cette question du fond, dans lequel on va avoir maintenant l'ensemble des actifs qui vont être privatisés, et les Allemands se battaient pour qu'ils soient au Luxembourg, c'est-à-dire qu'ils soient sortis de Grèce. Il faut quand même dire aussi que depuis 5 ans, on avait demandé, depuis un moment, ces notions de privatisation qui devaient être en quelque sorte la contrepartie des prêts qui ne seraient pas remboursés, en disant en fait il y a des actifs que vous mettez dans le domaine privé. Vous voyez, les privatisations ne se sont pas faites dans la totale transparence, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vendu à des copains. On a vendu à des copains mais pas cher. Ouais. Donc, et c'est un peu ça l'idée, c'était de dire bon, là cet aspect-là est absolument crucial parce que évidemment par rapport à l'argent que va mettre l'Europe, ce fonds est très important. C'est une contrepartie. C'est vraiment l'élément qui va permettre, notamment dans les parlements nationaux, de dire, vous voyez, c'est pas de l'argent donné, on va se rembourser en vendant le port. Vraiment rembourser, voilà, on aura un gage correspondant. Et là, bien sûr, si le gage il est bradé entre copains oligarques, ce qui s'est passé quand même depuis 5 ans, et là, vous voyez, c'est pas la population grecque, mais c'est bien les élites grecques qui ont posé des vrais problèmes à l'Europe. Donc ça, c'était quand même l'idée du contrôle. Mais après, je crois que par rapport à ce que disait Alexia Kefalas, c'est important, c'est de dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits et qui ont porté leurs fruits, puisque la Grèce a réussi à être en excédent budgétaire, c'est en excédent primaire. Il faut le rappeler, nous Français, on n'est pas en excédent primaire. Donc c'est-à-dire hors service de la dette, on avait plus de rentrées fiscales que de dépenses. Donc c'était extraordinaire. Le vrai problème, qui est le problème qui se pose toujours, c'est la phase 2. C'est-à-dire la phase 1, à la limite, là, on est toujours en train d'essayer de la solder. La phase 2, c'est-à-dire comment l'économie grecque, mais à la limite, vous voyez, c'est le problème de cette crise en Europe, comment l'économie européenne va arriver enfin à recréer vraiment de la richesse durablement, ne va plus être accablée sous sa dette qui représente son passé. Et là, pour le coup, pour la Grèce, c'est vraiment exacerbé. C'est-à-dire cette dette est tellement gigantesque que, en effet, le fait de ne pas arriver à redémarrer est en même temps quelque chose qui, plombe l'ambiance, plombe la confiance des investisseurs, et fait que plus rien ne bouge et même à la limite le pays s'enfonce, on va dire, vers le fond de la mer. Stéphane Simon, je voudrais revenir sur le psychodrame qu'il y a eu ce week-end, où on a vu un Wolfgang Schäuble très dur et exigeant presque le Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de l'euro, en disant maintenant il y en a assez. Est-ce qu'on se dit avec le recul, est-ce qu'il vraiment le ministre de l'économie allemand estime que la Grèce, ce serait mieux pour tout le monde que la Grèce sorte, ou est-ce que c'était tactique? Je menace, vous voyez, pour obtenir finalement ce document très dur en matière de réforme. Alors, je ne suis pas dans la tête de M. Schäuble, mais j'ai l'impression que si c'était un manœuvre, c'était mal calculé. Parce que, disons, c'était tellement un pavé dans la mare que si on aurait voulu créer juste la pression, on aurait pu le faire sans aller jusqu'à ce non-papier de M. Schäuble. Et en plus, ça a montré que au sein même du gouvernement, il y a quand même une très grande divergence entre la chancelière et son ministre de Finances. Ce qui veut dire que le ministre de Finances, il est resté sur ses positions dures, acclamé par une bonne partie des conservateurs allemands. Et Mme Schäuble, la chancelière, a quand même compris à la fin que si elle ne soutenait pas l'effort du président Hollande à faire sortir les Européens de ce marasme, c'est qu'elle sera rentrée dans l'histoire d'après-guerre comme la fosse ailleurs de l'euro, voire de l'Union européenne. Et je crois que c'est là... Ça, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Vraiment, c'est important pour elle. C'est pas une femme qui a une vision pour l'Europe. On n'est pas dans les mêmes registres que Giscard, De Gaulle, Adenauer, les grands hommes d'après-guerre. Mais quand même, elle est physiciste, elle compte quand même les faits qu'elle crée. Alors ça, c'est certainement pas quelque chose, un coup de tampon avec lequel elle veut le sortir de la scène politique. Karl, mais vous diriez que l'idée européenne est ressortie abîmée de ce week-end. Au fond, on a eu l'impression qu'il y avait l'Europe du Nord sérieuse, face à l'Europe du Sud, laxiste et dépensière, et je ne contrôle pas. C'est la vision qui est ressortie, effectivement. Et au fond, d'ailleurs, il y a un paradoxe parce que l'Allemagne avait une position assez claire. Angela Merkel avait une position très claire sur il faut faire des réformes, alors même qu'elle est au sein d'une coalition
avec le SPD, et qu'au sein même d'ailleurs de son parti, la CDU, comme l'a très bien expliqué, Wolfgang Schäuble avait une position encore plus dure. Mais malgré tout cela, qui l'oblige à des compromis, l'Allemagne avait une position claire. À l'inverse, en France, François Hollande est un président surpuissant, il n'a absolument pas besoin de demander l'avis du Parti socialiste, voire du Parlement. Enfin, oui. Ils ont fait un débat sans vote d'ailleurs, ce qui montre bien que ça n'avait absolument aucune importance. Donc c'est lui qui peut décider. Et au fond, c'est la France qui n'avait pas la position la plus claire. C'était, on va essayer de ménager un peu tout le monde, donc de contenter Angela Merkel, et puis en même temps de permettre à Tsipras de sauver la face. Et c'est ça qui est assez bizarre. Et au fond, on donnait l'impression, la France, de vouloir garder la Grèce, un peu, vous savez, comme en classe, vous êtes content que vous avez des mauvais élèves derrière vous, parce que ça fait monter votre moyenne. Vous dites, ah bah oui, j'ai pas une bonne note, mais en fait, il y en a encore qui ont des mauvaises notes que moi. Alors, dans les rues d'Athènes, ce matin, on hésitait à l'annonce de cet accord, on hésitait entre soulagement et résignation. En fait, les Grecs n'aspirent plus qu'à une seule chose, retrouver une vie normale, même si le train de réforme exigé devrait profondément modifier leur quotidien. Reportage à Athènes de Barbara Steck, David Lemarchand avec Marie-Charlotte Duluc. Les titres des journaux sont scrutés, décortiqués avec attention. Ce matin, les Grecs découvrent dans la presse le résultat de 17 heures de négociations. Un nouveau plan d'aide est attendu, entre soulagement et résignation. Pour la population, les sacrifices sont loin d'être terminés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les problèmes du quotidien du peuple soient réglés. J'avais 2500 € de salaire et aujourd'hui, je ne peux retirer que 50 € de la banque. C'est une très bonne nouvelle. Et pour les mesures ? La plupart des mesures sont nécessaires pour la restructuration du pays. On a besoin de les accepter pour avancer. Les mesures correspondent au oui du référendum. Ce référendum n'a eu aucun sens. Pourquoi ? Parce que le non qui a été plébiscité n'a pas été respecté. Dans les rues d'Athènes, les commerçants ne décolèrent pas contre ces nouvelles mesures d'austérité. Les banques sont toujours fermées, l'argent ne circule plus et les clients ont déserté les boutiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien ne va bien. Et le référendum? Le référendum? Eh bien, écoutez, le non s'est transformé en oui. Et les mesures qui vont être mises en place, qu'en pensez-vous? C'est pas possible, c'est pas réalisable. Demande au monsieur là-bas, on va devoir leur donner l'acropole. Ils n'ont qu'à taxer notre moussaka aussi pendant qu'ils y sont. Le pays devrait cette fois toucher plus de 80 milliards d'euros contre un paquet de mesures drastiques. Et des conséquences lourdes sur le quotidien des Grecs avec des magasins désormais ouverts le dimanche, une réforme des retraites et de la fiscalité et une plus grande ouverture à la concurrence pour les boulangeries et les pharmacies. Autre concession, la privatisation d'entreprises comme celle des chemins de fer ou de plusieurs ports. À terme, ce fonds de privatisation devrait engranger 50 milliards d'euros, consacrés à la recapitalisation des banques, la dette et les investissements. Petite victoire à l'arraché pour Tsipras, qui a obtenu le maintien de ce fonds en Grèce et non au Luxembourg comme le réclamait l'Allemagne. J'espère qu'une partie de cet argent ne va pas être pour rembourser la dette, que ça va être utilisé pour faire des investissements. Et je crois que si la Grèce commence à se réformer correctement, je suis sûr que les Allemands vont être d'accord afin que le produit des privatisations puisse être investi. Pour mettre en place ces réformes, le gouvernement peut compter sur le soutien de l'opposition. Extrême droite et communiste mis à part, tous les partis jouent l'unité, comme la droite conservatrice Nouvelle Démocratie, qui appelle à l'unité nationale. Il faut que la Grèce perde ses mauvaises habitudes. Oubliez tout ça. Dès aujourd'hui, la Grèce ne votera plus en fonction de son parti, PASOK, Syriza ou Nouvelle Démocratie. Désormais, nous voterons pour la Grèce. Les réformes sont prêtes depuis longtemps, on savait qu'il fallait les réaliser, mais on les avait négligées. Une unité nécessaire pour rester dans la zone euro, mais humiliante et difficile à assumer pour les élus de Syriza. Parfois, tu n'as pas de sortie de secours.
Politiquement, nous étions dans une impasse. En ce moment, ce qu'on fait, c'est pas pour Syriza, mais pour le pays. Car honnêtement, nous, en tant que militants Syriza, cet accord n'est pas dans nos valeurs. On a du mal à l'accepter. Ça va être très douloureux pour notre peuple, mais de l'autre côté, nous devons gérer une probable faillite qui pourrait plonger le pays dans la pauvreté. C'est un grand dilemme. La Grèce a jusqu'à mercredi pour faire adopter au Parlement cette nouvelle cure d'austérité. Mais certains députés de Syriza ont d'ores et déjà prévenu qu'ils ne voteraient pas les réformes. Alors, question Internet. Pour avoir accepté des conditions pires que celles refusées par le référendum, Tsipras ne devrait-il pas démissionner? Pour laisser la place à qui? C'est ça le problème. Parce que est-ce qu'il y aura un technocrate qui va prendre la suite? Est-ce que les autres partis sont désavoués? Et certainement, personne dans les partis socialistes ni les conservateurs a envie de prendre sa place. Alexia Kefalas, est-ce que la question se pose quand même dans les rues d'Athènes? Bien entendu, la question se pose, mais Alexis Tsipras a réussi tout de même, non seulement à unir autour d'une même table les partis politiques juste le lendemain du référendum, donc juste après le référendum et le nom des Grecs, d'une part, et d'autre part, il a réussi à écraser toute opposition. À l'heure actuelle, comme il y a eu un changement tant au niveau des conservateurs que des socialistes, il est tout seul sur la place politique. Donc s'il y a des élections, il les gagnera de toutes les façons à nouveau, parce que l'opinion publique ne lui en veut pas directement. Ils en veulent surtout aux créanciers du pays, parce qu'ils se sentent incompris, ils se sentent surtout humiliés, les Grecs. Donc c'est véritablement ça, ce n'est pas contre Tsipras lui-même. D'ailleurs, les Grecs ont voté massivement pour lui le 25 janvier dernier, parce que c'était la personne qui devait sortir le pays de ce marasme. Mais les Grecs ne sont pas dupes, ils savent qu'il voulait à 80% rester dans la zone euro, et que le dilemme d'Alexis Tsipras et l'équilibrisme byzantin qui devait faire était très fragile, et c'est pour ça qu'ils ne lui en veulent pas directement. Et donc il y a de fortes chances pour qu'Alexis Tsipras soit réélu si élection il y a. Donc les élections ne sont pas la solution. Par contre, effectivement, il y a un problème politique de manière générale en Grèce, à savoir, est-ce que Tsipras aura le courage de mener avec son gouvernement le chantier des réformes? Parce qu'effectivement, il faut des réformes en Grèce. Personne n'a dit qu'il n'en fallait pas. Simplement, il y a ces réformes, mais il y a aussi l'austérité. Vous écoutez, il a tout le peuple derrière lui. C'est comme une chance historique à saisir pour lui de faire ces réformes de collecte de TVA, etc., de faire payer les armateurs et de mettre son pays dans la modernité. Il n'a plus d'opposition, vous venez de le dire. Exactement, non seulement ça, mais aussi dépolitiser l'administration, ou encore de mettre de manière, moins dépendre, en tout cas de moins faire dépendre l'institut de sondage, l'institut de statistique grec, qui n'est pas très dépendant à l'heure actuelle. Donc il y a tout un tas de réformes, mais maintenant effectivement la réforme des retraites n'est pas facile, pourtant il s'est engagé à la mener, mais il a la rigueur, et la rigueur c'est un problème pour Alexis Tsipras parce qu'il n'y croit pas, il ne croit pas que ce soit la bonne recette, et c'est ça véritablement la pierre d'achoppement et le point sensible qui va être difficile pour Alexis Tsipras, et la pilule sera d'autant plus amère pour les Grecs. Mais oui, il a une chance, et si Alexis Tsipras n'arrive pas à réformer le pays, je ne sais pas qui pourra le faire. Bernard Salanès. C'est vrai que Tsipras est dans une situation très paradoxale. Il a gagné les élections législatives avec une majorité somme toute relative, qui lui a permis d'avoir une coalition nette, mais moins de 4 Grecs sur 10. Ensuite, le référendum lui donne encore plus de légitimité avec 60%, et il réunit près de 80% du vote des députés. Voilà. C'est la démocratie grecque. Donc, il a cette légitimité. Et incontestablement, même s'il est critiqué, on vient de le dire, même s'il est contesté, cette légitimité démocratique, ce lien qu'il a su créer avec son peuple, pour l'instant, c'est encore un capital. Peut-être que ce capital va s'effriter, s'effondrer, c'est pas sûr. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'autre paradoxe, c'est que il a fait campagne, Tsipras, pour les législatives, contre le système, contre les deux grands partis que sont le PASOK, la Nouvelle Démocratie. Et là, aujourd'hui, ce sont les voix de ces partis qui vont venir pallier certains votes de Syriza qui vont lui faire défaut. Et puis, évidemment... C'est l'Union nationale, pardon. C'est l'Union nationale qui durera peut-être pas longtemps, mais qui, en tout cas, pour le vote du Parlement, on l'a vu vendredi, et va sans doute se renouveler mercredi prochain. Et puis, il y a quelque chose qui est, on va dire, plus fréquent, c'est le décalage entre les promesses d'une campagne électorale et l'exercice du pouvoir. On voit bien d'ailleurs que dans le débat européen qui a accompagné tout ce week-end et tous ces derniers jours la crise grecque, les partis de gouvernement, le PPE, le Parti socialiste, qui d'ailleurs souvent gouvernent ensemble à Bruxelles dans les instances européennes, ont profité du revirement de Tsipras
pour mettre en cause le vote protestataire, pour attirer l'attention des opinions publiques sur le vote que pourrait constituer Podemos en Espagne. Sous-entendu, ça ne peut servir à rien, ça ne peut pas changer l'Europe, pour également en France mettre en garde contre le vote Front National ou le vote Front de Gauche. Donc il peut y avoir aussi une pédagogie de l'échec de Tsipras que vont essayer de mettre à profit les grands partis européens, et notamment la droite et le Parti socialiste. Autre question Internet, Philippe de Sertine. L'Union européenne peut-elle empêcher l'évasion des capitaux grecs à l'étranger quand les banques rouvriront? Que va-t-il? Alors, on sait que les banques vont être fermées au moins jusqu'à mercredi, mais si elles rouvrent là jeudi matin, que pourrait-il se passer? Techniquement, ça va être très compliqué. C'est un des points. On voit en fait le problème de Tsipras qu'on évoque là sans cesse, c'est la question technique, économique, qui est complètement grippée. Il faut arriver à dégripper ça et redonner confiance après. Mais là, la question bancaire, c'est un des points cruciaux parce que au moment où on va réouvrir les banques, évidemment, l'énorme danger, c'est le bank run. C'est-à-dire que tous les gens qui vont voir, on va leur dire par exemple, c'est 200 € maintenant que vous avez le droit de prélever, mais immédiatement tout le monde se précipite et prend les 200 € en question. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les banques grecques ont besoin d'une recapitalisation. Elles ont perdu beaucoup d'argent et l'inquiétude latente que doivent avoir tous les Grecs aujourd'hui, c'est bien sûr qu'il y ait, comme à Chypre, ils ont l'exemple pas très loin, un prélèvement sur les comptes qui ait lieu, alors sur les, on va dire les comptes importants, mais aussi sur les entreprises de petite taille, etc., qui a un prélèvement pour recapitaliser les banques. Donc ça, cette dimension-là, elle est dans tous les esprits quand vous avez les banques fermées, et ça veut dire que dès que vous réouvrez les banques, immédiatement tout le monde se précipite pour aller chercher son argent, pour essayer de le mettre à l'abri. Ça, c'est extrêmement compliqué, parce que là, vous dites quoi? Vous dites, on interdit l'argent de sortir, il y a un contrôle des capitaux, mais l'argent il est sous les matelas en Grèce, vous voyez, donc vos banques n'arrivent pas à récupérer un statut de stabilité. Ça va être un des aspects. Donc ça peut prendre des mois alors avant que la confiance se revienne et qu'on puisse rouvrir calmement les banques. Exactement. Fermer les banques. Mais vraiment, vous voyez, ça prouve à quel point quand vous êtes en train de casser les mécanismes économiques fondamentaux, ça rigole pas, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, toute votre machine qui semblait tellement solide et tellement magnifique, tout d'un coup, elle est grippée et il n'y a plus rien qui marche. Et là, oui, réouvrir des banques, fermer des banques comme on l'a fait, les réouvrir petit à petit, c'est super compliqué. Et toute l'économie en souffre, parce qu'évidemment, tous les gens qui avaient besoin d'emprunts, qui avaient besoin de gérer, on va dire, leurs relations avec leurs banques traditionnellement dans leur économie de tous les jours, eh bien là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus. On doit bien comprendre qu'évidemment, il y a un système qui doit se mettre en place, qui est parallèle, système de prêt, de liquidité, etc. Toutes ces choses qui sont épouvantables pour arriver à relancer une économie, on va dire, dans une voie de croissance moderne. Avec une ardoise à quoi? Entre 10 et 25 milliards. Exactement. 10 et 25 milliards d'euros. Rien que pour remettre les banques à niveau. Ce qui est d'ailleurs l'idée du fonds, en disant qu'il y a la moitié qui va servir à... Mais vous nous dites, donc, rouvrir les banques, ça va être très compliqué. Et le problème, c'est que le pays va s'enfoncer dans la récession, parce qu'avoir des banques fermées, c'est les entreprises qui n'investissent plus. Oui, mais c'est bien pour ça que je crois que par rapport à tout ce qu'on dit là sur la question politique, à un moment donné, il faut dire là, il y a besoin d'un choc de confiance. Très probablement, si M. Tsipras garde la barre, ce qui va probablement être le cas, il y a nécessité d'un choc de confiance. Et le choc de confiance, il pourra ne venir probablement que d'une ouverture. Un gouvernement d'union nationale que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose, un choc qui se produise avec un plan d'avenir. Là, tout ce qu'on évoque, c'est arriver, même quand on parle austérité ou réduction de la dépense publique, etc., tout ça, c'est pour répondre au fait qu'on envoie de l'argent. Mais pour que ça redémarre, il faut quelque chose de positif qui se crée. Et quelque chose de positif, aujourd'hui, le gouvernement tel que l'envisage Syriza, tel que l'envisage Tsipras, non, ça y est pas. Il n'y a pas l'élément positif absolument indispensable. Et là, lorsqu'on évoque le problème sur les banques, le problème psychologique au niveau des banques, eh bien... Malgré les 80 milliards, le mal psychologique est fait. Il y a le trou au fond du baril, quoi. Vous allez mettre de l'argent et hop, tout s'écoule immédiatement. Et ce qui s'est déjà passé depuis 5 ans. Donc là, il y a vraiment quelque chose à retrouver. Il y a un élan à retrouver. On va dire qu'on a évité le pire ce week-end, mais on n'est absolument pas encore dans la solution. On est simplement aujourd'hui à avoir colmaté les brèches. Le problème, c'est qu'on est comme en 2005. C'est-à-dire que au moment du référendum sur le traité d'Amsterdam, les Français votent non, et puis finalement, au bout d'un moment, on leur impose un autre traité à peu près similaire, et malgré le non. Là, la semaine dernière, les Grecs ont voté contre l'austérité. Je suis pas sûr qu'ils aient intégré toutes les subtilités sur, comme le voulait Tsipras, on va pouvoir renégocier la dette, donc ça sera merveilleux. Eux, ce qu'ils voyaient, c'était, on nous impose une augmentation de la TVA, non, on n'en veut pas.
Ah bah oui, sauf qu'une semaine après, ils l'ont, cette augmentation de la TVA. Donc ça va être très compliqué quand même pour Tsipras, même s'il a une majorité au Parlement, de retrouver une confiance auprès d'un peuple qui, à 60%, lui a dit, 60% des 50% de participation, lui a dit « Oui, d'accord, on te suit, on ne veut pas de ce plan d'austérité. » Et finalement, une semaine après, vous l'avez quand même. Donc on va une fois de plus accuser les mesures bruxelloises et... Bah ça, c'est la solution. C'est la solution de facilité, effectivement, de dire c'est la faute de Bruxelles. Oui. Sauf que le problème, c'est qu'il l'a accepté quand même, cet accord. Et pire encore, j'ai l'impression, quand on lit la liste des demandes du moratorium, on a l'impression qu'au fait, toute la Grèce va falloir se reformer. Il y a tout ce État qui jusque-là n'a pas bien fonctionné à comparer avec nos économies et nos structures dans le Nord. Il va falloir tout remettre à plat. Il y a donc un clientélisme qui est à éviter, il y a toute une oligarchie qui a énormément de pouvoir, et il va faire reconstruire la Grèce à zéro, et le tout dans 3 ans. Ça va être un vaste projet. Les 80 milliards sont censés être sur 3 ans. Bon. Alors François Hollande, en tous les cas, peut se targuer d'une victoire. À gauche comme à droite, chacun se félicite de cet accord. Les députés français devraient donc massivement voter mercredi en faveur du plan de sauvetage. Seuls Jean-Luc Mélenchon et surtout Marine Le Pen dénoncent les mesures d'austérité imposées au peuple grec. Marine Le Pen qui parle même d'une catastrophe, d'un cauchemar. Yacine Mili et Thomas Buyer. Un accord à l'arraché après un marathon de négociations. En France, le plan de sortie de crise et son lot de réformes n'a pas tardé à faire réagir la classe politique. En première ligne, Manuel Valls. Il salue une décision historique. C'est une victoire pour l'Europe, parce qu'il faut toujours partir des accords s'il avait eu lieu, et donc de la rupture, ce que cela aurait représenté pour la construction européenne. L'Europe aurait été terriblement affaiblie. Donc la position du président de la République, on nous mène de l'idée qu'il se fait de l'Europe. Et la place de la France dans l'Europe a été constante. Faire en sorte que la Grèce reste, pas à n'importe quelle condition, mais reste dans la zone euro. Et le résultat, il est là. Il est salué par tout le monde. Au sein de la majorité, un seul son de cloche, celui du satisfecit. Pas de Grexit, c'est déjà une victoire pour le PS, même pour les frondeurs, qui saluent une fois n'est pas coutume l'action du président. Incontestablement, François Hollande, il a été à la hauteur de ce moment historique, en affirmant cette position extrêmement claire, extrêmement ferme de la France. Si Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy avaient été aux responsabilités, je ne peux pas vous dire quel aurait été le résultat aujourd'hui. Peut-être auraient été eux dans le suivisme béat d'Angela Merkel et de ces faucons qui voulaient la sortie de la Grèce de la zone euro. Alors en même temps, il ne faut pas non plus fanfaronner. Ce n'est pas la fin de l'histoire, les choses vont être dures. Cet accord, il n'éteint pas les inquiétudes qu'on peut avoir et sur la situation du peuple grec, et aussi l'autre sujet d'inquiétude qui est apparu fortement dans cette période, c'est l'intransigeance des conservateurs allemands et cette espèce d'obsession austéritaire, disciplinaire et punitive qui est leur conception de la construction européenne. Mais plus à gauche sur l'échiquier politique, d'autres ne décolèrent pas et gardent dans leur ligne de mire la chancelière allemande. On voit donc se dessiner un nouveau visage de l'Europe fait de brutalité et d'omnipotence du gouvernement allemand. Oui, le gouvernement allemand est le problème de l'Europe, et non pas le gouvernement grec, ni le gouvernement français, ni l'italien, ni l'espagnol, ni qui on voudra. Cette arrogance, cette mise au pas de toutes les économies du continent aux ordres d'une vision qui est exclusivement celle du gouvernement allemand, tandis que ses satellites s'agitent pour l'approuver. À droite, les réactions se font plus rares. Seuls quelques-uns, comme Éric Woerth, se félicitent de l'issue des négociations. Le parti des Républicains est heureux qu'un accord ait été trouvé, un peu à l'arrache, un peu cette nuit, c'est une bonne chose. On l'avait souhaité, on l'avait dit avec vigueur, il fallait qu'un accord soit trouvé pour que la Grèce reste dans l'euro, mais pas à n'importe quelle condition, et puis en préservant aussi l'unité du couple franco-allemand. Enfin, à l'extrême droite, on déplore la décision bruxelloise. Pour Marine Le Pen, cet accord ressemble à une mise à mort. La réalité, c'est que les Grecs passent à l'abattoir. Ce troisième plan ne vise pas à aider les Grecs, bien sûr, mais bien plutôt à aider les banques, une nouvelle fois, et à maintenir, quoi qu'il en coûte, l'euro. Monnaie religieuse, monnaie sacrificielle, monnaie vaudou, à laquelle tout doit être sacrifié, y compris les peuples, leur démocratie et leur prospérité.
Pour tomber d'accord sur le nouveau plan grec, les parlementaires vont maintenant devoir voter. Mercredi, ils sont appelés à se prononcer à l'Assemblée nationale. Un vote qui devrait valider politiquement l'accord de Bruxelles. Alors, question Internet. François Hollande a-t-il tenu tête à Angela Merkel? En tout cas, à la fin, ce qui a fonctionné, quoi qu'on en dise et quels qu'aient été les désaccords, c'est le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, ça a une vraie solidité. Alors ça a des tensions fortes, elles l'ont été, je crois, pendant le week-end. Ça a une vraie réalité dans les deux opinions publiques, allemandes et françaises. On le voit bien, plus de 80% des deux côtés du Rhin sont très attachés à cette notion de couple franco-allemand. Mais après, incontestablement, c'est aujourd'hui, alors on verra si l'accord est voté, appliqué, s'il produit des résultats, mais c'est quand même un succès politique pour François Hollande. D'abord, on a souvent reproché à François Hollande, depuis son élection à l'Élysée, de ne pas avoir de ligne claire. Là, il avait une ligne claire, il voulait un accord, et on l'a à peu près compris. Et deuxièmement, il avait un style. Ce style, c'est celui qui a fait l'art de François Hollande, c'est l'art de la synthèse. Il a gouverné le Parti socialiste comme ça, il a fait une campagne électorale en 2012 comme ça, la synthèse entre la gauche et le centre-gauche, et là, il a essayé une synthèse. Pour l'instant, il a réussi. Donc, incontestablement, à aujourd'hui, il peut capitaliser sur un succès politique qui lui permet peut-être de rétablir une image auprès de l'opinion publique française très affaiblie. Le président de la République est à moins d'un quart de popularité. On sait que les Français sont très attachés à la manière dont le président intervient sur la scène européenne et internationale, quel que soit le président qui exerce le mandat. Et deuxièmement, malgré les déclarations que l'on a vues des leaders de la gauche, jusqu'à présent, dans les sondages, on a vu que François Hollande, sur sa ligne de synthèse, sur sa ligne d'essayer de garder la Grèce dans l'euro, était soutenu par le peuple de gauche. Et donc, il peut capitaliser sur cette ligne. Et une dimension politicienne, en plus. Il peut dire, tout à fait. Je raccroche les wagons en vue de 2017. Exactement. Il peut dire, sur cette ligne-là, j'arrive à rassembler la gauche. Ça n'a pas été le cas depuis longtemps, et notamment depuis le tournant économique. On a vu Jérôme Gage, le frondeur, féliciter l'action du président. Alexia Kefalas, en Grèce, c'est comme ça qu'on le voit, la ligne de François Hollande de synthèse l'a emporté? Oui, alors effectivement, François Hollande est à l'honneur dans la presse en Grèce. Les critiques sont dithyrambiques, tant le soutien de la France a été important pour les Grecs dans ces négociations. Maintenant, l'accord, effectivement, est assez controversé pour le moment. Donc c'est vrai que c'est assez délicat, mais en tout cas, les Grecs sont reconnaissants envers la France. D'un autre côté, imaginez ce qui s'est passé en Grèce, si ça s'était passé en France, qu'il y ait un référendum, que les Français disent non à l'austérité et que dès le lendemain, Manuel Valls ou François Hollande appellent tous les deux à voter avec des propositions, à adopter au Parlement des mesures d'austérité, donc allant à l'encontre de la population, puis négocier à Bruxelles avec un accord qui est un peu finalement qui n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la population. Est-ce que ça se passerait mieux en France ou pas? Et est-ce qu'un soutien dans ces cas-là d'un autre pays aurait été reconnu? C'est ce qui se passe en Grèce. En Grèce, il y a le soutien de la France qui est important. D'un autre côté, c'est le problème, c'est tout le problème, c'est que les Grecs sont complètement déboussolés de ce côté-là. Mais par contre, ils regardent de près la France car ils ont l'impression que tout ce qui se passe en Grèce est un test pour voir ce qui se passera demain en Italie ou après-demain en France. Alexia, on entend derrière vous une manifestation. C'est les Grecs qui se manifestent après l'accord de ce week-end ou bien il y a une lassitude? Et quel camp se manifeste? Oui, effectivement. Effectivement, oui, ça commence. C'est les manifestations contre l'austérité. Ils demandent à rétablir une dignité démocratique. Voilà ce qu'on peut lire sur leur banderole. Et ça, c'est un écho à la grève générale qui a été appelée il y a quelques instants par le syndicat de la fonction publique, qui est assez puissant. Une grève générale mercredi, le jour du vote au Parlement, parce que maintenant tout le monde veut faire pression sur Alexis Tsipras pour essayer de limiter l'austérité. Il y a aussi le syndicat des pharmaciens qui appelle une grève illimitée. Bref, il va y avoir toute une série de mouvements sociaux, ce qui est normal. Les Grecs ont une hantise de ce spectre de la rigueur qui est en train de revenir à grands pas et ils ne comprennent pas. Donc leur seule force à l'heure actuelle, eh bien c'est ça, c'est de manifester. Stéphane Simons, quand on lit les journaux français, on l'a compris, c'est le camp Hollande, les Français qui ont sauvé l'Europe, etc. Alors quand on lit les journaux allemands, que disent-ils? Quand Angela Merkel a perdu, ou bien comme d'habitude, non, Angela Merkel revient de Bruxelles avec un accord gagnant. Un accord tout juste passé, parce que d'abord, on a écrit tout pendant l'émission, on n'est pas encore dans le sens de l'optimisme
pour les 3 ans à venir, même pour les 3 mois à venir. Donc on est là avec quand même une certaine distance. Non, je crois que c'était pas vu comme une victoire de Mme Merkel, même si ici on dit c'est la mère Fouettard, la Merkel qui est vraiment la mauvaise personne. Ces références nazies en permanence qu'il y a dès qu'on parle de la dureté des Allemands, là, Nicolas Dupont-Aignan qui a parlé du 4e Reich, Mélenchon qui dit pour la 3e fois dans l'histoire les Allemands sont en train de détruire l'Europe. On est habitué en Allemagne où à chaque fois c'est des coups de poignard là qu'on vous renvoie à votre passé à chaque fois. Je crois que du côté des Français, ça c'est pas tellement pris tellement au sérieux, surtout si ça vient de M. Mélenchon, voire de Dupont-Aignan. Quand c'était de la Grèce, je crois que ça heurtait le sentiment de la chancelière, parce qu'on était quand même dans une attitude que dit on vous a prêté 55 milliards, on est là encore à vous donner 14 de plus, alors quand même, pourquoi nous attaquer? Mais je crois que finalement... Et ça joue, ça, finalement, quand on est vexé, quand on est touché dans son ego, on a moins envie de faire un chèque derrière. Ça n'est pas que de la rationalité, il y a aussi de... Je suis sûr que ça a joué sur Mme Merkel, et que justement, que c'est là que François Hollande est intervenu, et que c'était peut-être une division de travail, mais certainement, je crois qu'il a fait comprendre à Mme Merkel, à la chancelière, que ici, c'était quand même un moment historique et qu'il ne fallait pas se cerner sur les problèmes de M. Schäuble et la petite chose des finances, qu'ici, c'était l'euro et l'Union européenne et son avenir qui était vraiment sur la sellette. Et je crois qu'elle a compris, et c'est pour ça, certainement pas soutenue par tous les conservateurs, qu'elle a pu assumer aujourd'hui, pas une victoire, mais quand même un succès. Je pense que ça, quand même, c'est vraiment des éléments qu'il faut dire et répéter. S'il n'y avait eu que la France qui voulait éviter le Grexit, ça n'aurait pas suffi. Évidemment que malgré tout, même si un certain nombre de pays étaient sur une ligne dure, on va dire, on avait une majorité quand même qui était à la base, ce qu'on pense d'ailleurs depuis 6 mois, depuis 8 mois, en disant l'intérêt de l'Union européenne, bien compris, c'est de ne pas aller dans une crise aussi grave. Donc on récupère un petit peu quelque chose qui se serait fait naturellement, c'est-à-dire de mettre la Grèce dans l'euro. Madame Merkel n'est pas arrivée samedi en disant on va partir sur le Grexit. Elle était sur une ligne dure en termes d'exigence des contreparties. Voilà. Ce qu'elle a obtenu. Ce qu'elle a obtenu. Mais d'ailleurs, François Hollande était-il réellement... Alors, peut-être François Hollande et Matteo Renzi, le français et l'italien, étaient plus sur le fait de dire il faut à tout prix qu'on en sorte. Et donc, à la limite, on accepte éventuellement un certain nombre d'exigences de la part des Grecs. Mais fondamentalement, quand même, il n'y avait pas une si grande différence de position entre les grands pays de la zone euro, en particulier entre la France et l'Allemagne. C'est intéressant parce que Angela Merkel a dit toujours que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui. C'est la grande phrase d'Angela Merkel que disait avant François Mitterrand, je crois. Oui. Alors je crois, on dit que c'est du Lénine, mais en même temps, elle a dit aussi la confiance est bonne, mais ce qu'il faut aussi, c'est le contrôle. Et c'est exactement le résultat de ce week-end. Alors, tout de suite, on passe aux questions Internet et SMS. Que se passera-t-il si le Parlement finlandais refuse l'accord? Est-ce qu'il faut une unanimité en Europe, des 19 pays de la zone euro, pour valider ce plan d'aide? On a lu pendant le week-end qu'il y avait une règle qui a été un peu, je ne sais pas si elle a été exhumée, dans le mécanisme européen de stabilité, qu'une majorité des États membres et de leur poids à hauteur de 85% suffirait. Or, les Finlandais représentent 2%. Voilà. Les Finlandais, il faut le rappeler, qui sont gouvernés par une coalition de centre et d'extrême droite avec le parti des vrais Finlandais qui avait dit qu'il ne voterait jamais cet accord. Donc c'est vrai que la Finlande est un des pays à risque, on va dire. Donc on peut se passer du vote finlandais pour valider cet accord. Il semblerait. Mais évidemment, dans les phrases de l'accord, on voyait bien ce matin, le mot unanimité était très important et dans la zone euro, il y a la Finlande. Mais le vote qui va être savoureux, ça va être en France. Oui. Parce qu'entendre Jérôme Gage ou Pierre Laurent se féliciter de l'accord, c'est formidable. Il va falloir qu'ils votent en faveur d'un plan qui prévoit la privatisation, qui prévoit une réforme des retraites avec l'allongement de la durée à 67 ans, qui prévoit, vous l'avez dit, l'ouverture du dimanche, qui prévoit qu'il faut moderniser le marché du travail en renégociant un petit peu tout ça. C'est-à-dire que de la part de gens qui n'ont pas voulu voter la loi Macron qui prévoyait quand même des petites choses quand même, l'ouverture de lignes de bus et tout ça, ils vont voter, eux, donc un texte beaucoup plus dur. Ça va être intéressant pour la suite du quinquennat. Mais pour les autres, pour les Grecs. Pour les Grecs, mais je pense que ce débat va venir en France très rapidement.
Que se passera-t-il si l'économie grecque ne redémarre pas après avoir fait les réformes exigées? Bon, déjà, les réformes exigées, on l'a dit, elles vont prendre énormément de temps. Ce qu'il faut vraiment, ça va être un choc psychologique. Je crois que vraiment, l'économie a cette caractéristique. C'est-à-dire, si la confiance revient, il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans. Le redémarrage, il peut être dans 3 mois, dans 4 mois, parce que tout d'un coup, les gens disent, ça y est, c'est derrière nous. Le vrai problème, c'est s'ils ont le sentiment que c'est toujours devant eux, vous avez beau faire les réformes que vous voudrez, à ce moment-là, les gens, vous voyez, qui ne veulent pas, qui n'ont pas l'idée d'investir, qui ne voient pas le long terme, les jeunes qui s'en vont, etc., alors là, effectivement, c'est la catastrophe qui continue. Qui va vérifier que la Grèce tient bien ses engagements? Donc on aura toujours les hommes en costume gris de Bruxelles. Bien sûr. Alors encore sur un autre nom. Là c'était la Troïka. Maintenant c'est les institutions. Maintenant ça va être, je sais pas, les chefs armées de Bruxelles qui vont passer. Parce que le FMI reste, reste partie prenante dans cette. Ça c'était la condition d'ailleurs de la chancelière. Oui. Ça c'est une des couleurs. Le FMI, Alexia Kefalas, qui est détesté en Grèce, bien plus que les hommes en costume gris de Bruxelles. Oui, parce que le FMI est moins flexible. Ils ont une recette qui est rigueur. Ou alors on coupe la dette, et comme les Européens ne veulent pas couper la dette, le débat ne se posait pas jusqu'à présent. Et cette méthode appliquée à tous les pays du monde sans s'adapter finalement aux mentalités de chacun, forcément ça déplaît aux Grecs. Et c'est ça finalement le problème, c'est beaucoup de Grecs reprochent à l'Union européenne d'avoir laissé rentrer le dogme de l'austérité en Europe avec le Fonds monétaire international qui ne connaît pas justement ces mentalités européennes qui sont différentes. Vous savez, les Grecs ne seront jamais des Allemands. Effectivement, ils feront un maximum pour tout réformer, pour faire des efforts, mais ils ne deviendront pas des Allemands. Ce n'est pas possible d'appliquer de l'austérité drastique pendant 5, 6, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des réformes, pensant que tout ira bien. Forcément, il y aura des défauts, tout se passera pas forcément bien, il y aura des efforts par contre de fait, et les Grecs sont capables de tout faire. Regardez, ils ont fait un référendum en moins d'1 semaine. Je rebondis, Alexia, sur ce que vous venez de dire. Les Grecs ne seront jamais des Allemands. Philippe de Sertine, d'où cette question d'un téléspectateur. Le Grexit n'était-il pas préférable? À chaque peuple sa monnaie, finalement, si on est différent à ce point. Alors, vous voyez, là, évidemment, peut-être chacun peut avoir son opinion. La mienne, depuis toujours, et que c'est surtout absolument ce qu'il fallait éviter, parce que, 1, nous sommes dans une situation économique mondiale, européenne, extrêmement fragile, et 2, nous sommes dans une situation géopolitique, on n'en parle pas beaucoup, mais le géopolitique est absolument capital dans cette affaire grecque, qui est une situation plus que fragile, extrêmement dangereuse. Donc, à tout point de vue, il ne fallait absolument pas jouer aux apprentis sorciers. Alors, simplement, évidemment, la question, c'est combien ça nous coûte. Et là, pour le coup, évidemment, nous sommes placés devant, on va dire, l'addition, à la fin de la journée. Ces événements Alors, la solution allemande d'un Grexit pendant 5 ans n'était-elle pas la bonne pour laisser respirer le pays? Absolument pas. On ne peut pas faire un Grexit. C'était le plan Chaubleu, hein? Oui, mais c'était une idiotie. C'est pas possible. Alors, soit qu'on reste dedans ou on sort. Mais il n'y a pas moyen de sortir d'un projet comme l'euro pendant 5 ans et de revenir. Ça aurait été d'abord, comme on l'a expliqué au début de l'émission, ça aurait été pour une catastrophe pour la Grèce. Une dévaluation d'un drachme ou d'une monnaie de substitution avec des importations qui passeront des prix pour l'essence, rien que pour l'essence, le fuel. Ça aurait été une catastrophe. Et en même temps, ça aurait été, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect politique, ça aurait été surtout une catastrophe pour le projet européen. D'autant qu'au-delà du sujet économique, qui est évidemment très important, moi, je crois que c'est un peu un paradoxe, mais on a assisté quand même pendant ces dernières semaines au renforcement de ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. C'est une vraie conscience, une vraie opinion publique européenne. C'est un peu la première fois, y compris dans les médias, qu'on a vu la semaine dernière une retransmission d'un discours au Parlement européen. On a vu dans tous les Européens regardaient le même programme. On a vu dans tous les pays européens un débat sur une question politique européenne. Non pas un sujet de politique européenne vu depuis le pays, mais un sujet européen vu à l'échelon européen. Parce que ça touche au porte-monnaie de tout le monde. Pas seulement, parce qu'il y a aussi cette conscience que c'est important. Oui. Et il y a ce sentiment, on le voit bien, même en France, même quand on a voté à 55% contre le traité, même quand on est aujourd'hui à 60% plutôt réfractaire à l'idée européenne. On voit bien quand même qu'il y a l'idée qu'on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Même si ce qui était frappant en général, quand on parle d'un sujet clivant, il y a une opinion droite-gauche. Là, il n'y avait pas d'opinion droite-gauche. Il y avait des opinions de peuple. Non. Les Allemands veulent que, les Finlandais veulent, les Portugais ne veulent pas, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de...
ce qui fragilise quand même la conscience européenne. Ce sont avant tout des peuples qui s'affrontent. Oui, mais l'opinion publique européenne, elle s'est exprimée aussi globalement. Et finalement, la pression qui a été faite sur les chefs d'État et de gouvernement fait qu'il n'y a pas de sortie de l'euro. Mais dernier point, dans les différents pays, on voit bien que le rapport, le clivage, en France notamment, le clivage européen, il n'est pas un clivage politique. Il est surtout un clivage entre ceux qui se sentent armés dans la compétition économique, dans la mondialisation, et ceux qui s'en sentent exclus. C'est aujourd'hui un des grands clivages structurants, 10 ans après, qui façonne encore l'opinion publique française. Ne devrait-on pas plutôt parler de mesures structurelles plutôt que d'austérité ? Oui, mais ça, je crois qu'on avait déjà eu un peu le débat d'ailleurs avec Alexia Kefalas. Je crois qu'il faut vraiment dire l'austérité à la grecque, c'est quand même très particulier dans l'économie grecque, où le poids de la puissance publique, le poids de la dépense publique a rien à voir avec même ce qu'on peut connaître en France. J'avais pris cet exemple l'autre jour en disant vous avez 40% des emplois en Grèce qui sont des emplois publics, 25% en France. Je veux dire, on est vraiment avec la nécessité. C'est la raison pour laquelle, quand vous réduisez la dépense publique, immédiatement vous avez votre PIB qui s'effondre, parce qu'il est tellement dépendant des dépenses de votre État. Et ça, c'est un des gros problèmes structurels de la Grèce. Alexia Kefalas, est-ce que ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'austérité scandaleuse ? Non, c'est pas de l'austérité scandaleuse, mais vu comme ça, mais il faut recontextualiser les choses. Et Philippe de Sertine le sait très bien. En Grèce, il n'y a pas d'autre industrie, il n'y a pas d'industrie lourde. Le pays, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a le premier pilier qui est la marine marchande, donc qui sont les armateurs qui ne payent pas d'impôts. Et de l'autre côté, il y a le tourisme. Et c'est tout. Donc finalement, c'est que du secteur tertiaire. Donc quand il n'y a pas d'industrie lourde, forcément, les 3/4 des Grecs veulent travailler dans la fonction publique. Et c'est un rêve pour eux, parce que dans chaque famille, ça fait bien d'avoir un fonctionnaire, parce que c'est tout ce qu'il y a de stable sur le seul truc où ils peuvent se raccrocher finalement à cela. Et c'est ça finalement le contexte de chaque pays. La Grèce, mais je vous rappelle, n'est pas l'Allemagne, n'est pas la France, il n'y a pas d'industrie. Donc forcément, quand on recontextualise les choses, c'est beaucoup plus dramatique de voir un pays qui se fait écraser alors qu'il représente que 2% du PIB européen et 0,8% du PIB mondial, alors que finalement, c'est parce que ça représente rien, donc on va écraser le plus faible. C'est pas ça la solution. Dernière question, est-ce un avertissement pour la France qui rechigne à faire les réformes structurelles nécessaires pour réduire son déficit? C'est pour ça que François Hollande... On a eu un preview là ce week-end. À mon avis, une des raisons pour lesquelles François Hollande s'est vraiment battu pour que la Grèce ne sorte pas de l'euro. Il y a toutes les raisons évidemment géopolitiques, économiques, mais il y a une raison politique aussi, c'est-à-dire qu'on est les prochains sur la liste. On sait très bien que si les taux d'intérêt augmentent en France, c'est la dette qui va augmenter et à ce moment-là, elle sera insoutenable. Donc politiquement, économiquement, on est obligé de faire attention. Et ensuite, si on raisonne sur un terme là vraiment purement hexagonal, pour François Hollande, pour sa majorité, et on va le voir mercredi, c'était important pour lui de sauver son 14 juillet, parce que là, d'ores et déjà, son 14 juillet est sauvé, son intervention télévisée, il va pouvoir dire, voyez, voilà ce que j'ai fait. Et mercredi, il aura une majorité qui va voter un programme totalement inverse à celui qu'il voulait en 2012. Allez, Bernard Sarès, en 10 secondes. Oui. Pourquoi ai-je l'impression que la loi Macron et les réformes demandées à la Grèce se ressemblent? Parce qu'elles sont, je sais pas, structurelles quand même. En tout cas, elles montrent une tendance à s'attaquer aux vrais problèmes. Parce qu'elles se ressemblent.